toutes et à tous, chers parents d'élèves. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés confortablement dans votre canapé et que vous avez bien une bonne connexion Internet donc pour suivre ce concert quelque peu inédit pour l'orchestre Crescendo. Mais voilà, il faut s'adapter et nous sommes très heureux de jouer cet après-midi pour vous et donc de faire irruption dans votre salon. Nous venons de vous jouer un extrait de Music for the Royal Fireworks, musique pour les feux d'artifice royaux, composé par Georg Friedrich Händel à la demande du roi George II. La musique accompagne donc le feu d'artifice grandiose qui illumine le ciel de Londres le 17 avril 1749. Date fixée donc par le roi George II afin de célébrer le traité d'Aix-la-Chapelle pour mettre un terme à la guerre de succession d'Autriche. Alors, pour se faire entendre en plein air, dans le parc tout près de Buckingham House, où doit se tenir donc ce feu d'artifice, les organisateurs ont prévu une instrumentation riche et sonore avec ceux qu'on appelle les hauts instruments, qui sonnent haut et clair, donc hautbois, cor, trompette, timbales. Petit extrait du London Magazine qui annonce donc la composition de l'orchestre. Il sera constitué de 40 trompettes, de 20 corps, de 16 hautbois, de 16 bassons, 8 paires de timbales, 12 tambours, un nombre convenable de flûtes et de fifres, avec 100 canons qui partiront seuls de loin en loin. Voilà, donc cet extrait, ça veut vraiment évoquer le côté très sonore de cette pièce. Et donc là, on vient de le jouer dans une version orchestre crescendo pour notre plus grand plaisir. Nous allons poursuivre avec Beethoven. Nous sommes cette fois en 1811. Beethoven conçoit l'écriture d'une nouvelle symphonie dans l'espoir d'obtenir un poste officiel et de disposer d'un grand orchestre. L'occasion lui est donnée de présenter au public, avec sa propre direction, sa symphonie numéro 7 en décembre 1813. Alors l'œuvre remporte un immense succès et donc Beethoven profite de l'enthousiasme général pour publier rapidement la partition et puis d'autres transcriptions pour piano, quatuor à cordes ou orchestre d'harmonie. Cette fois, nous allons jouer donc version orchestre crescendo pour vous cet après-midi. La symphonie numéro 7 est construite selon une progression où le rythme joue un premier rôle, davantage que la mélodie, donnant à l'ensemble de l'œuvre un caractère dansant et une vigueur certaine. Le deuxième mouvement que nous allons donc vous jouer cet après-midi, plus recueilli, est une sorte de marche lente, presque funèbre, mais avec toujours ce caractère dansant et cette cellule rythmique, pam, 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 qui est donc quasi omniprésente dans ce mouvement. Écoutons ce deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven.
40 ans après cette septième symphonie de Beethoven, Verdi compose l'un de ses plus grands opéras, la Traviata. Créée en 1853, la Traviata, c'est ainsi l'histoire tragique d'un amour impossible au XIXe siècle entre une courtisane, Violetta, et un jeune bourgeois. Loin des commentaires politiques dissimulés, des contextes exotiques et des décors grandioses qui caractérisent ses autres œuvres, la Traviata offre une féroce critique de la société à travers des personnages réalistes. Alors souvent, à l'opéra, en tout cas entre le XVIIIe et le XIXe siècle, le texte est relégué au second rang et c'est la musique qui prime. Mais Verdi, lui, souhaite échapper à toute hiérarchie entre musique et texte et favorise plutôt l'union équitable de ces deux éléments afin de forger un ensemble supérieur, le drame et la portée théâtrale de la musique. Loin de reléguer son orchestre au rang de l'accompagnement, Verdi démontre au contraire un usage approfondi de sa force orchestrale. À travers la musique, l'ensemble exprime le déroulement progressif et l'évolution de la psychologie des personnages, ainsi que leur expression émotionnelle, même lorsque la voix ne chante pas. Dans l'ouverture de l'opéra, ce que nous allons jouer, l'orchestre nous dévoile une suite de thèmes qui reviennent régulièrement tout au long de l'opéra. Une mélodie douce et fragile, lancée par les violons et faisant allusion à la fragilité et au destin tragique de Violetta. Écoutons donc cette ouverture de la Traviata de Giuseppe Verdi.
Après la Traviata, continuons dans ce vaste monde qu'est l'opéra, avec sans doute le plus célèbre d'entre tous, en tout cas l'un des opéras le plus joués dans le monde. Je pense bien sûr à Carmen, créé en 1875 donc par Georges Bizet. Petit point sur l'histoire. Carmen, jeune bohémienne, est une femme libre et rebelle. Un jour, elle déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où elle travaille. Le brigadier Don José, chargé de la mener en prison, tombe sous le charme de Carmen et la laisse s'échapper. Pour l'amour de Carmen, Don José va tout abandonner. Sa fiancée, Micaela, son métier, pour rejoindre donc les contrebandiers et rejoindre Carmen. Mais Carmen va se lasser de lui et se laisser séduire par le célèbre torero Escamillo. Ainsi, la jeune femme libre rejette le brigadier qui finit par la tuer, dévorée par la jalousie. L'orchestre crescendo va donc jouer un extrait, le célèbre intermezzo. Il se situe au début de l'acte 3. Nous changeons de décor puisqu'on se retrouve sur un site pittoresque et sauvage, en pleine montagne. Il fait nuit noire, solitude complète. Don José sent que Carmen lui échappe. Il est rongé par le remords. La musique, tout en poésie, intime et secrète, exprime la souffrance amoureuse due à l'abandon, à l'absence de Carmen. Continuons notre frise chronologique musicale avec la Marche des Nains de Grieg, composée en 1904. Cette suite lyrique brasse les thèmes chers à l'identité norvégienne, notamment pour ce qui est des traditions champêtres ou encore de la mythologie. Que les amateurs d'Heroic Fantasy se réjouissent, avec Trolltog, traduit par Marche des Trolls ou Marche des Nains, ils retrouveront une ambiance type Seigneur des Anneaux. On débute avec une basse obstinée, une basse qui se répète,
joué donc par les violoncelles, par Diego à la contrebasse, par Enzo au timbal et par Tayana au piano. Et donc cette basse obstinée mime le pas un peu lourd des nains, qui reviennent sans doute de la mine après une journée de labeur. Puis, surprise, deuxième partie de la pièce, beaucoup plus calme et sereine. Ce second thème fait miroiter une prairie verte dans laquelle gambadent joyeusement des elfes, ennemis jurés des nains, des majestueuses licornes, de splendides nymphes, etc. Bref, de jeunes gens beaux et insouciants, tout le contraire des trolls, toujours affairés au physique un peu ingrat. Qu'à cela ne tienne, le thème inquiétant de la première partie, avec cette basse obstinée, est répété pour signifier l'approche de cette horde déchaînée vers la paisible prairie, prête à massacrer ces pauvres nymphes dénudées et pacifistes. Mais le morceau ne semble pas nous dévoiler la suite, puisqu'il se conclut assez brutalement. Mais rien ne vous empêche d'imaginer une histoire à votre tour, partant de cette partition si originale. Écoutons donc la Marche des Nains, extrait de la suite lyrique numéro 4, opus 54 de Grieg. Alors,
Il est vrai que l'intitulé de notre concert, La musique classique, toute une histoire, porte sur le répertoire classique, avec, nous l'avons entendu, des compositeurs emblématiques comme Handel, Beethoven ou encore Verdi et Bizet. Mais nous allons nous intéresser à une œuvre bien particulière dans le paysage musical avec la Rhapsody in Blue de George Gershwin. En effet, Gershwin voulait avant tout que cette œuvre soit un parfait mélange entre musique dite classique et jazz. Cette Rhapsody in Blue, écrite en 1924, est une sorte de concerto jazz. Il a utilisé un big band, c'est-à-dire un orchestre de jazz, avec saxophone, clarinette, trompette. Il y avait aussi une batterie et seulement 8 instruments à cordes, de la famille des violons. On parle de concerto puisqu'ils mettent en avant un instrument, le piano, ici joué donc par Tayana. Vous le voyez, Tana? Je ne pense pas que vous le voyez de votre salon. On va demander à Tayana de se lever. Voilà, Tayana, bravo Tayana. Rhapsody in Blue, George Gershwin. Nous arrivons déjà à la dernière pièce de notre programme avec la suite irlandaise de Leroy Anderson. Alors pour la petite histoire, la Higher Society de Boston a chargé Leroy Anderson de créer une suite orchestrale de musique folklorique irlandaise, musique donc traditionnelle, qui sera interprétée par le Boston Pop Orchestra. La première eut lieu le 6 juin 1947 avec le Boston Pop Orchestra, et à l'époque, sa suite irlandaise, comme il l'intitulait, ne comprenait que 4 mouvements. Il ajoute 2 ans plus tard, donc 1949, 2 mouvements supplémentaires. Alors nous avions débuté ce concert avec les feux d'artifice royaux de Handel en 1749 et nous voilà rendus donc en 1949 pour donc finir ce programme avec les 3 derniers mouvements de cette suite irlandaise.
très bonne écoute, j'espère que ce concert vous a plu. Et puis j'espère qu'on vous verra très très vite en chair et en os dans cette salle ou ailleurs. Mais voilà, c'était une expérience pour nous, pour l'orchestre. Belle soirée et à bientôt j'espère. C'est parti, Laurel Anderson.